Alors, nous, chercheurs, on est là pour essayer de confronter un peu les représentations qu'on peut avoir de la situation, des conflits, et puis ce que l'on peut essayer de connaître des réalités locales, parce qu'on est souvent dans le brouillard de la guerre, donc il y a des problèmes de méthodologie, et je crois que tu bouillais d'envie aussi de nous en parler, l'accès au terrain, comment on vérifie les données, qu'est-ce qui se passe réellement, et je crois que justement parler des tensions communautaires nous ramène au réel par rapport aux analyses d'un djihad global, ce qui sera aussi d'ailleurs le sujet du prochain panel. Donc on voit qu'il y aura là une transition très habile, et nous on sera les localistes, et vous aurez ensuite les globalistes. Alors vous voyez, il y a des tensions aussi dans les représentations qu'on se fait de la situation, puis aussi de la notion de Sahel. Ça me frappe qu'on n'en ait pas parlé depuis le début de ce colloque. Il y a une représentation du côté de nos décideurs politiques et militaires en France d'un Sahel qui se réduirait finalement au G5 Sahel, c'est-à-dire à 5 pays francophones avec qui, comme par hasard, on a signé des accords de défense. Bon, évidemment, le Sahel, c'est pas ça. Donc ce Sahel tel que l'on discute aujourd'hui dans ce colloque, on finirait par croire que c'est uniquement le nord du Mali. Non, le Sahel, étymologiquement, historiquement, voilà, c'est cette bande sahélienne qui part des îles du Cap-Vert et qui peut aller, suivant les définitions, jusqu'à la Corne de l'Afrique, l'Érythrée évidemment, qui est une province du Sahel, et puis aussi, pourquoi pas, la Somalie. Donc autrement dit, par rapport à l'objet de nos discussions jusqu'à maintenant, il faut voir aussi qu'il y a d'autres foyers djihadistes que ceux du Nord-Mali, il y a celui autour du lac Tchad, et puis il y a aussi les Chebabs dans la Corne de l'Afrique. Alors ça, c'est important de bien le voir, parce qu'on voit qu'il y a une tension narrative, si vous voulez, entre la représentation que l'on se fait d'un Sahel qui serait Afrique de l'Ouest francophone, et qui d'ailleurs ne comprendrait pas le Sénégal, et en même temps tout le déroulé d'un narratif sur un arc de crise, le Sahélistan, qui voudrait que finalement tous les conflits soient liés entre eux dans cette zone de tous les dangers. Donc on voit là qu'il y a finalement une tension, parce que si effectivement ce récit sur le Sahélistan avec des conflits qui seraient importés du monde arabe, c'était vraiment ça le défi. Alors dans ce cas-là, effectivement, il faudrait se déployer bien au-delà des pays du dit G5 Sahel. Donc on voit là qu'il y a aussi des représentations qui peuvent induire en erreur. Alors moi j'avais été invité pour discuter de présentation sur la question des tensions communautaires, et avant de discuter ce qui vient d'être dit, je voudrais d'abord dire un petit mot, en vous renvoyant aussi d'ailleurs éventuellement au dernier bouquin d'Olivier Roy, publié avec des collègues sur le djihad et la tribu. Je travaille beaucoup avec quelqu'un qui s'appelle Osham Daoud, qui est franco-irakien, et qui me raconte aussi des histoires sur l'importance des dynamiques locales sur la construction de l'État islamique en Syrie et en Irak, où finalement 90% des combattants ne sont pas du tout étrangers, c'est bien des gens du cru. Et certains d'entre vous le savent, la grande thèse que je défends sur ces 3 grands foyers djihadistes en Afrique subsaharienne, les Chebabs dans la Corne de l'Afrique, Boko Haram autour du lac Tchad, et puis la nébuleuse d'Aqmi dans le nord du Mali, et je ne vais pas commencer à vous réciter tous les noms, parce que sinon à minuit on y serait encore. Tu as commencé à essayer de nous en donner quelques-uns, mais le temps nous manquait. Mais là aussi, on voit que les dynamiques locales sont beaucoup plus importantes que les références à un modèle révolutionnaire global. Donc quand on veut commencer à travailler sur le local, effectivement, très vite, on rencontre la question du communautaire. Et là, il y a 2 dimensions qui me paraissent tout à fait importantes. La première, c'est comment des groupes djihadistes qui, eux, pourraient avoir un agenda plus global, arrivent à se greffer sur ces conflits communautaires. Je veux dire, on ne peut pas comprendre les Chebabs dans le sud de la Somalie et les raisons de leur succès ou de leur résilience si on ne raisonne pas aussi sur la façon dont les Rahanouaïs avait un ressenti contre le pouvoir des Afghans ou des Haouiyés à Mogadiscio. On ne peut pas comprendre Boko Haram si on ne regarde pas l'énorme frustration des Kanouris qui se sentaient délaissés, même s'ils n'avaient jamais été politiquement discriminés, mais qui se sentaient délaissés ou exclus de la croissance, ou en tout cas des foyers de croissance au Nigeria qui sont plutôt au sud dans des zones à dominante chrétienne. Et je pense qu'on pourrait aussi en dire la même chose pour la question des Touaregs dans le nord du Mali, ou bien aujourd'hui des Peuls dans le Massina. Donc effectivement, la capacité de groupes qui affichent en tout cas des velléités à avoir un agenda plus global, mais qui finalement arrivent à recruter, à se légitimer et à mobiliser en se greffant sur ces conflits communautaires, c'est extrêmement important. Et il y a une autre dimension qu'il convient de souligner, c'est la dimension linguistique. Je trouve qu'on n'y prête pas assez attention. Mais si on commence à vouloir
s'écarter un peu du récit dominant sur la radicalisation de l'islam qui nous ferait croire que finalement tout le problème viendrait de la pénétration des idées wahhabites en provenance des pays du Golfe. Si on s'écarte 5 minutes de ce narratif dominant, puis qu'on commence à faire un peu la sociologie des combattants, pourquoi est-ce que des jeunes africains, musulmans en général, vont aller combattre dans des groupes djihadistes? Alors on voit des études qui sortent du Mali, on en a aussi pas mal maintenant qui sortent sur Boko Haram, sur les Shebab. Il y a eu un remarquable travail du PNUD sur Journey to Extremism in Africa, qui finalement écarte quand même la question religieuse comme étant pas forcément le driver, le moteur essentiel de ces rébellions djihadistes, en tout cas dans la façon dont on explique l'engagement de jeunes dans des groupes de lutte armée qui sont qualifiés de terroristes et de djihadistes. Et là apparaissent effectivement une dimension à la fois communautaire. On sait très bien que dans le nord du Mali, il y a aussi des alliances matrimoniales qui ont joué un rôle très important pour expliquer l'ancrage des ex-GSPC devenus AQMI et puis qui ont encore changé de nom la nuit dernière, donc que sais-je encore. Ça a joué un rôle très important. Le sentiment de persécution, d'injustice sociale, le souci de vengeance, et effectivement des dynamiques économiques qui ne renvoient pas seulement à la question de la pauvreté. Ça serait vraiment trop simple si c'était simplement la pauvreté qui expliquait l'émergence de ces groupes et leur résilience. Mais effectivement, ces problèmes qui vont aussi toucher au montage de la force G5 Sahel, qui va vouloir finalement taper sur des zones transfrontalières où on fait de la contrebande, qui certes pour partie financent des groupes djihadistes, mais qui financent aussi, qui permettent à la population locale de survivre. Donc là, en termes d'acceptation de la force, si on vous prive de votre emploi parce qu'on va essayer de mettre un terme à des flux transfrontaliers illégaux, ça va poser un vrai problème. Alors ça, c'est une dimension très importante où on voit aussi le communautaire jouer, et ces dimensions linguistiques que je vois à plusieurs échelles. Mais vous pouvez bien l'imaginer, dans un groupe clandestin qualifié de terroriste, la langue, elle induit la confiance. Donc la confiance, elle se joue aussi au niveau de la communauté. Et on voit dans les structures de recrutement que ça se joue par le mariage, que ça se joue par le frère, par l'ami, celui que l'on a connu depuis longtemps. Et effectivement, pour donner des ordres, on fait plus confiance dans un groupe clandestin à sa langue natale, à la langue vernaculaire. Ce qui conduit quand même aussi à relativiser le rôle qu'aurait pu jouer justement un endoctrinement djihadiste ou salafiste qui, lui, se ferait en arabe. Il faut voir quand même qu'il y a très peu de gens dans les zones sur lesquelles on travaille qui parlent arabe. Donc effectivement, chez les Shebab, on se parle en Somalie. À Boko Haram, on se parle en Kanuri. Et dans les différentes variantes d'AQMI, on va se parler en Peul ou bien en Touareg. D'ailleurs, ça me rappelle, j'avais trouvé qu'il y avait une très belle scène dans le film Timbuktu, qui avait par ailleurs été critiqué, mais il y avait quand même une scène que je trouvais extrêmement frappante, où on voit un djihadiste algérien qui vient du GSPC, et son chauffeur est Touareg. Et il commence à lui parler et lui donner des ordres en arabe, et l'autre ne comprend pas. Il essaie de lui répondre en arabe, et au bout d'un moment, à force d'incompréhension, l'Algérien lui dit « Mais enfin, tu parles vraiment un arabe de cochon », et ils finissent par se parler en français, la langue de l'impérialisme, n'est-ce pas? Parce qu'évidemment, l'Algérien, lui, il ne parle pas tamashek, et en fait, le Touareg, lui, il ne parle pas... alors j'ai plein d'histoires à vous raconter comme ça aussi, sur Boko Haram. Effectivement, on va se parler en Kanuri. Alors là, la question de la langue, elle nous renvoie effectivement sur la question du communautaire. Ça y est, j'ai déjà terminé ou j'ai le droit de continuer? Alors, pour revenir très rapidement sur ce qu'a dit Charles, alors je vous promets, on ne s'est pas concerté, parce que lui, il est expatrié à Marseille, et moi je suis à Paris, et je fais des va-et-vient sur l'Afrique, mais on arrive quand même à des conclusions qui sont étonnamment proches, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit, alors moi plutôt autour du lac Tchad, sur ce qu'on appelle la FMM, enfin la MNJTF, la force multinationale conjointe, qui a entre nous soit dit d'énormes problèmes de coordination qui laissent augurer un peu de ce qui va se passer sur le G5 Sahel. Donc la FMM, c'est la coalition antiterroriste, anti-Boko Haram, qui réunit les armées du Tchad, du Niger, du Cameroun et du Nigeria. Et j'ai pas très bien compris pourquoi, si on a déjà des problèmes de coordination entre le Tchad et le Niger, il n'y en aurait pas aussi dans le cadre d'un G5 Sahel. Là, on est plutôt sur un format G4. Et là, je suis désolé de dire, si vous voulez, vous pouvez télécharger notre dernier rapport qu'on a fait pour l'Agence française de développement, crise et développement, la région du lac Tchad à l'épreuve de Boko Haram. Vous verrez comment cette coalition exacerbe le conflit et le prolonge, y compris par la stratégie de la terre brûlée.
pas simplement les exactions qui fait que, oui, des jeunes vont aller combattre pour Boko Haram pour venger la sœur qui a été violée par les militaires, ou le frère qui a été torturé, arrêté arbitrairement et torturé à mort, mais aussi cette stratégie de la terre brûlée qui est extrêmement importante, beaucoup plus que le récit, le narratif dominant sur un prétendu assèchement du lac Tchad. Ça, c'est encore une autre question, parce qu'il y a beaucoup de mirages au Sahara, je vous le disais, mais il y en a aussi un petit peu au Sahel, autour du lac Tchad. Donc là, je ne voudrais pas que la question de l'environnement, qui est évidemment très importante, mais devienne la feuille de vigne qui nous cache les problèmes politiques à l'origine de tous ces conflits. La stratégie de la terre brûlée de la coalition antiterroriste est majoritairement responsable de la crise humanitaire qu'on connaît aujourd'hui. Oublions 5 minutes ce prétendu assèchement du lac Tchad, oublions 5 minutes toutes les autres causes que l'on veut mettre dans l'analyse de ce conflit. Aujourd'hui, les frontières sont fermées à cause de cette coalition, donc les flux commerciaux ne passent plus, ça renchérit les prix des biens de première nécessité sur les marchés, on ferme des marchés au bétail, on interdit la pêche sur certains secteurs du lac, on interdit l'agriculture et notamment la culture du poivron rouge sur la Komadougou River qui fait la frontière entre le Niger et le Nigeria. Et c'est ça qui crée de la crise humanitaire. Il n'y a pas que Boko Haram. Je me laisse même dire que finalement les transhumants, ils payent moins cher quand ils traversent les zones tenues par certaines factions de Boko Haram que quand ils passent dans des zones tenues par l'armée qui va davantage les taxer. Il y a un vrai questionnement à pousser sur ce point. Et donc, sans qu'on se soit concerté, toi avec toute ta connaissance du Nord Mali et moi étant plus centré autour du lac Tchad, on arrive aux mêmes conclusions. Il y a quand même un sérieux problème sur le type de réponse militaire avec des armées africaines qui sont corrompues, qui commettent des exactions, des violences des droits de l'homme qui vont légitimer et nourrir le djihad. Et ça, c'est un vrai point qu'il convient de discuter, quoi qu'il en soit par ailleurs, des tensions communautaires. Quant à la question du lac Tchad, madame, vous l'avez bien dit, oui, effectivement, le lac s'est considérablement asséché, vous avez donné des chiffres entre 1960 et 85. 1960, c'est une période de crue, donc c'est un petit peu, si vous preniez un benchmark sur la Seine à l'automne dernier, lorsqu'il y avait une période d'inondation, il vous dit que c'est la zone normale. Alors vous allez toujours être en dessous, donc vous aurez toujours l'impression qu'on est dans une période sèche. En réalité, depuis le milieu des années 90, et nos hydrologues à l'IRD, qui travaillent depuis 70 ans sur ces questions, nous le montrent parfaitement bien, le lac a repris en eau. Alors, je voudrais surtout pas qu'on aille me raconter que finalement, Boko Haram, le problème, c'est à cause de l'assèchement du lac Tchad. Parce que, alors là, d'abord, Boko Haram est apparu à un moment où le lac, justement, reprenait en eau, et puis vous le savez, depuis la fin 2014, le groupe a beaucoup perdu de territoire, et donc il se retranche aujourd'hui dans les marécages du lac Tchad. Mais c'est pas les premiers à le faire. Les Sawaba au Niger en 1963, c'était déjà le cas. Toutes les guerres civiles qu'a connues le Tchad dans les années 70 et 80, les gens allaient se planquer dans le lac Tchad. Ça a toujours été un merveilleux refuge pour tous les groupes insurrectionnels. Donc si vous me remettez de l'eau là-dedans, merci pour eux, parce que là, ça va vraiment au contraire leur faciliter la tâche. Donc je voudrais surtout pas que l'on fasse un narratif du type c'est l'assèchement du lac Tchad, par ailleurs discutable, qui a provoqué l'émergence de groupes comme Boko Haram. C'est beaucoup plus complexe que ça, et je voudrais pas surtout qu'à travers ce narratif, on se retrouve à ignorer la façon dont le leader de la secte a été assassiné sans autre forme de procès par la police nigériane, ce qui a conduit le groupe à rentrer dans la clandestinité, à vouloir se venger, à commencer à attaquer les églises chrétiennes, à monter des attentats terroristes. Enfin, je veux dire, il y a tout un déroulé de cette histoire, mais que l'on peut aussi retrouver même en remontant sur le GSPC, l'annulation de la victoire électorale du fils par les militaires algériens, etc. Je veux dire, quand on remonte dans ces histoires-là et qu'on essaye d'aller un petit peu dans le détail, on voit bien que le politique et les dysfonctionnements des États, ce sont des questions absolument essentielles. Donc oui, l'environnement, c'est une question importante, mais n'en faisons pas le cache-sexe ou l'alibi qui nous permettrait d'éviter de poser les vraies questions sur les types de réponses militaires à la menace terroriste djihadiste, c'est comme ça qu'on la qualifie, et à la façon dont les dysfonctionnements des États, la corruption des armées africaines notamment, les trafics d'armes, parce que les armées africaines sont les principaux trafiquants d'armes de cette région, puisqu'elles peuvent importer des armes légalement, et soit elles les revendent, soit quand elles sont attaquées, elles décampent, donc à ce moment-là,
Nigeria, les groupes insurrectionnels n'ont plus qu'à se servir, c'est gratuit, il n'y a pas besoin d'aller voir du côté de la Libye. D'ailleurs, les quelques petites études sérieuses qu'on a, que ce soit sur la nébuleuse d'Aqmi ou que ce soit sur Boko Haram, montrent que les armes proviennent des armées locales, d'accord ? Elles viennent du Nigeria pour Boko Haram, elles viennent de l'armée malienne pour la nébuleuse d'Aqmi, donc ça pose de sérieuses questions que j'aimerais voir un jour adresser sans que l'on aille tout de suite nous renvoyer à la question du wahhabisme saoudien, de la chute du régime de Kadhafi, qui a été un facteur précipitant, mais fondamentalement, voilà, le coup d'État de Sanogo, qui a conduit à retirer complètement l'armée du Nord Mali, a été quand même le trigger point, quoi, vraiment le point absolument crucial aussi de cette crise. Et d'une certaine manière, on le disait aussi quand on avait fait ce livre sur la tragédie malienne, un record, dans le livre Guinness des records, un appel à contribution pour les académiques en janvier 2013, au moment où démarre l'opération Serval, et un livre qui est publié au moment de l'élection d'Ibeka en juillet 2013, donc 6 mois après. Et là, je vous jure, dans le milieu, c'est quand même assez extraordinaire. Mais ce qui m'a frappé, moi qui connais finalement le Mali quand même plutôt à distance, c'était l'unanimité, et j'arrête là-dessus, j'ai 3 minutes, mais justement, ça va faire une belle conclusion pour embrayer peut-être aussi sur le prochain panel. Ce qui m'a frappé, c'était l'unanimité des chercheurs qui ont contribué à ce livre, et qui étaient beaucoup plus fins connaisseurs que moi du Mali, et qui disaient comme moi, c'est-à-dire que finalement, le terrorisme djihadiste, cette crise du Nord-Mali, c'est jamais qu'un symptôme d'une crise plus générale de l'État malien. Alors ça oblige à penser la réponse à cette crise, d'abord dans du long terme, et effectivement à la façon dont les Maliens peuvent se saisir de ce dossier. Et ça, c'est pas les Français qui pourront le faire à leur place. Voilà, le débat est engagé. Merci.